Lors de l'hiver terrible de 1887, alors que les vents glaciaux du nord soufflaient avec une violence capable d'arracher la peau des os, il existait une habitation dans les montagnes du Haut-Jura dont la température intérieure ne descendait jamais en dessous de 18 degrés Celsius. Même lorsque les villageois des alentours en étaient réduits à jeter leurs propres meubles dans la cheminée pour échapper à une mort par le froid, on pouvait se promener confortablement dans cette demeure atypique en simple bras de chemise. Elle ne possédait pourtant aucun poêle en fonte luxueux importé directement de la capitale. Elle n'était pas non plus équipée d'une véritable cheminée en briques maçonnées. À vrai dire, si on l'observait depuis l'extérieur, cet abri passait quasiment inaperçu. De plus, la personne qui l'avait conçu et bâti n'était âgée que de 16 ans lorsque sa propre famille l'avait jetée à la rue en plein frimas. Cette jeune fille se nommait Héloïse Bonnet. C'est à l'automne 1886 qu'elle foula pour la première fois le sol du hameau de Valmoutier, transportant l'intégralité de ses biens terrestres baluchonnés dans un simple sac en toile. Ce baluchon renfermait une unique couverture en laine. Elle possédait également un couteau, une cuillère, une fourchette, une modeste marmite et 2 assiettes en fer blanc. Sa paillasse s'avérait si fine que l'on pouvait deviner les contours des cailloux du sol à travers le tissu. Elle avait emporté avec elle 3 livres élimés, l'ultime présent offert par sa mère avant de rendre son dernier souffle. Pour compléter ce maigre inventaire, il y avait une lampe à pétrole dont le réservoir n'était rempli qu'à moitié. C'était là toute l'étendue de sa fortune matérielle. Enfin cela est 1000 francs en pièces sonnantes et trébuchantes, amassées péniblement au cours de 3 années épuisantes de domesticité dans une maison bourgeoise de Paris. Ces 1000 francs représentaient d'innombrables nuits blanches, des piles interminables de vaisselle récurée et toutes les remarques désobligeantes qu'elle avait essuyées en silence. Elle s'était retrouvée à la rue pour la simple raison qu'elle avait refusé d'épouser un prétendant choisi sur le volet par son beau-père. Le futur marié était un veuf qui accusait 4 décennies de plus qu'elle, tristement célèbre pour avoir la main leste. En apprenant le refus d'Héloïse, son beau-père la traita de misérable ingrate. Il déclara froidement qu'une bouche inutile à nourrir ne méritait pas qu'on lui offre un toit. Par conséquent, lors d'une matinée fraîche de septembre, elle découvrit ses pitoyables affaires balancées sur le pavé. Tournant le dos à cette existence, elle monta à bord d'un train en direction des montagnes, filant vers ces parcelles rocailleuses que l'État cédait presque gratuitement à quiconque aurait le courage de les exploiter pendant 5 ans. Il s'agissait de terres que la majorité des gens fuyaient, principalement parce que les hivers féroces de la région pouvaient geler un homme adulte à mort en moins d'1 heure. Lors de son arrivée à Valmoutier, les hommes du coin l'observèrent avec une pitié non dissimulée. Les femmes, quant à elles, détournèrent tout bonnement le regard. Le capitaine Lefebvre, une autorité autoproclamée en matière de survie montagnarde sous prétexte d'avoir feuilleté quelques manuels, secoua la tête avec une sombre résignation en la voyant descendre du chariot de ravitaillement. Il la mit en garde sans détour, affirmant qu'elle ne tiendrait pas 4 semaines dans ces contrées, jeune fille. Ce territoire inhospitalier n'était assurément pas fait pour une adolescente solitaire. Henri Mercier, qui se trouvait être le propriétaire terrien le plus aisé des environs, lui proposa de l'embaucher comme domestique. Il s'engagea à la rémunérer à hauteur de 15 francs par mois, en plus de la loger et de la nourrir. C'était, selon ses propres termes, un destin bien plus enviable que de finir transformé en statue de glace au fond d'un fossé. Le pasteur Martin mit également son grain de sel, lui conseillant de prier pour trouver un mari rapidement, arguant que le Tout-Puissant n'accorde aucun asile aux insensés qui osent défier Mère Nature. Héloïse ne daigna répondre à aucune de leurs remarques. Au lieu de cela, elle marcha d'un pas décidé vers sa concession, une parcelle herbeuse de 4 hectares bordant le torrent des Saules et s'y tint immobile, contemplant le vaste horizon. Les hautes herbes ondulaient, tel un océan doré sous la brise piquante de l'automne. Le bois d'œuvre était inexistant, à l'exception d'un maigre bosquet de saules et de frênes en contrebas près du cours d'eau. On n'y trouvait absolument aucun rocher massif susceptible de servir à l'édification de fondations solides. Elle ne disposait que de la terre sous ses bottes, du ciel immense au-dessus de sa tête et du souvenir tenace d'un récit que son grand-père lui avait conté durant son enfance. Son aïeul était originaire de Bretagne, issu d'une lande où les hivers se montraient tout aussi impitoyables. À l'époque où les seigneurs confisquèrent leurs fermes et incendiaient leurs logis, les familles les plus misérables parvenaient à survivre en creusant directement dans les flancs des collines. Ils appelaient de ces refuges de fortune des maisons de terre. Il s'agissait fondamentalement de cavernes artificielles taillées à même le paysage. Il avait toujours soutenu que la terre en elle-même fournissait de loin la meilleure isolation contre le gel mordant. Dès l'instant où l'on descend d'environ 1 mètre sous la surface, lui avait-il assuré, la température ne varie presque plus, quelle que soit la saison. Il n'y fait jamais excessivement froid, pas plus qu'il n'y fait une chaleur étouffante. Le sol respire d'une manière radicalement différente de celle des vents balayant la plaine.
La terre profonde conserve la mémoire de l'été pendant les pires tempêtes de neige, tout comme elle garde la fraîcheur de l'hiver lors des vagues de canicule. Dégainant son couteau, Héloïse traça les contours d'un grand rectangle dans l'herbe du pré. Celui-ci mesurait approximativement 3 mètres de large sur 5 mètres de long. Cette empreinte allait devenir sa nouvelle demeure. Les fermiers qui passaient de par là sur leur carriole ne purent s'empêcher de ricaner. « Regardez cette gamine stupide qui joue dans la gadoue et dessine par terre », se moquèrent-ils. Criant depuis sa selle, Henri Mercier l'avertit qu'elle ne faisait que gaspiller la précieuse lumière du jour. Il martela qu'il lui fallait du vrai bois d'œuvre, des clous forgés et un homme compétent pour superviser le chantier. L'épouse du capitaine Lefebvre s'approcha, portant un panier de pain frais, et murmura à un pauvre chéri d'un ton compatissant. Elle chuchota que la fillette serait très certainement dans la tombe avant que la Toussaint n'arrive. Cependant, Héloïse était bien loin de s'amuser. Dès le lendemain matin, alors que les premiers rayons de l'aube pointaient au-dessus des plateaux, elle entama le processus d'excavation. Elle ne comptait pas de véritable pelle parmi ses biens. À la place, elle dut s'en remettre à une branche taillée en pointe et à ses poinces nues. Elle creusa, puis elle creusa encore, et elle continua de creuser. La couche arable du massif s'avéra obstinément dure, cimentée par des millénaires d'épaisses racines sauvages. S'enfoncer d'à peine 30 cm nécessita une journée entière de labeur éreintant. Ses paumes furent rapidement écorchées et en sang, ses ongles s'ébréchèrent et se déchirèrent. À la tombée de la nuit, sa colonne vertébrale hurlait d'une douleur insoutenable. Elle dormit à même le sol à côté de sa fosse naissante, emmitouflée dans son unique couverture, la tête reposant contre le sac en toile. Lors du 3e après-midi, le pasteur Martin vint lui rendre visite. Il se tint juste au bord de sa tranchée, observant son avancée en contrebas. Il lui demanda ce qu'elle essayait donc d'accomplir en l'appelant « mon enfant ». Héloïse ne suspendit pas son grattage un seul instant. Gardant les yeux fixés sur la terre, elle rétorqua qu'elle bâtissait sa maison, monsieur le pasteur. L'homme d'église laissa échapper un rire condescendant. Il affirma qu'il ne s'agissait nullement d'un logis, mais plutôt d'un tombeau qu'elle creusait préventivement pour elle-même. « L'Éternel nous a pourvus de mains pour que nous puissions ériger des œuvres vers les cieux, » prêcha-t-il, « et non pas pour nous enfoncer dans la fange. » Héloïse planta son bâton de terrassement dans l'argile et soutint enfin son regard. Elle répliqua en soulignant que le Tout-Puissant nous avait tout autant fourni la terre sur laquelle nous marchons. « Et la terre, fit-elle remarquer, sait parfaitement comment abriter ses enfants. » Le pasteur s'éloigna, grommelant dans sa barbe au sujet de l'arrogance obstinée de la jeunesse. Au fil des jours, le cratère s'élargit progressivement. Dès qu'elle atteignit la profondeur d'1,50 m, Héloïse découvrit que le sol souterrain devenait nettement plus docile, se révélant humide et malléable. Elle poursuivit sa descente jusqu'à ce que le plancher repose à un bon 1,80 m, sous le niveau du pré. À la suite de cela, elle entreprit de sculpter les parois verticales. Elle lissa les murs de terre en se servant du plat de ses mains. Elle tassa fermement l'argile, presque comme si elle pétrissait un pâton particulièrement coriace. Afin de réaliser des fondations planes, elle remonta des pierres de rivière depuis le lit du torrent, les transportant dans les plis de sa jupe. Elle effectua des allers-retours, tous plus épuisants les uns que les autres. Chaque galet fut minutieusement positionné pour constituer un sol robuste, conçu pour absorber et emmagasiner la chaleur rayonnante. Ensuite, l'ouvrage nécessitait une toiture. Naturellement, elle ne disposait d'aucun pécule pour acheter du bois scié à la scierie locale. En conséquence, elle arpenta les berges du torrent des Saules, guettant les arbres morts au sol. Elle collecta des frênes asséchées, des branches vigoureuses et des branchages ayant approximativement l'épaisseur de son propre bras. Nouant une corde autour de sa taille, elle les tracta un par un sur la pente, depuis le bord de l'eau jusqu'au chantier de son abri souterrain. Chaque rondin s'avérait si incroyablement lourd qu'elle se voyait contrainte de marquer une pause tous les 10 mètres, rien que pour reprendre son souffle. Les paysans voisins qui l'observaient s'imaginèrent qu'elle amoncelait simplement du bois de chauffage pour la saison morte. Ils étaient bien loin de se douter qu'elle récupérait en fait des solives pour sa charpente. En triant son butin, elle sélectionna les pièces les plus droites, mesurant chacune une dizaine de centimètres de diamètre sur environ 2,5 mètres de long. Elle disposa ses poutres sur la largeur de son trou creusé dans la terre, en les espaçant précisément de 30 centimètres. Cet agencement créa une armature solide, s'apparentant au squelette nervuré d'un plafond. Après cela, elle retourna sur les étendues herbeuses, munie de son couteau et se mit à découper des blocs de tourbe. Ces mottes constituèrent de denses briques de terre végétale solidement maintenues entre elles par un enchevêtrement de racines vivantes. Chaque morceau mesurait approximativement 30 cm de large, 60 cm de long et affichait une belle épaisseur de 7 à 8 cm. Leur poids s'était proprement écrasant, elle parvenait tout juste à les soulever du sol. Elle taillait, elle traînait, elle empilait, morceau après morceau, au prix de grands efforts,
Elle installa les blocs de tourbe par-dessus les chevrons en frêne, accumulant d'épaisses couches. Elle parvint à étaler 3 rangées complètes de gazon. Cela équivalait à environ 25 cm de sol naturel en suspension juste au-dessus de son crâne. C'était une terre qui pouvait encore respirer. Une terre qui faisait office d'isolant parfait. Pour édifier la façade extérieure, elle utilisa davantage de ces rondins de frêne de 10 cm d'épaisseur, mesurant près de 2,5 mètres de haut. Elle les planta verticalement dans la terre, côte à côte, rappelant les dents d'un peigne surdimensionné. Dans les interstices entre les pièces de bois, elle coinça des poignées de foin séché. Ensuite, en mélangeant l'argile du lit de la rivière avec encore un peu d'herbe et de l'eau, elle prépara un mortier épais et résistant. Ne s'appuyant que sur ses mains nues, elle colmata et scella la moindre fissure, le plus petit trou d'épingle, ainsi que toute crevasse par laquelle la bise aurait pu s'infiltrer. Une fois exposée au soleil, la mixture de boue sécha pour devenir aussi dure que du granit. Plus en aval du cours d'eau, elle tomba sur des planches burinées par le temps, du bois récupéré sur une vieille charrette abandonnée. En utilisant ces planches sauvées, elle bricola une porte de fortune. Celle-ci était loin d'être esthétique, pendouillant de façon légèrement asymétrique sur ses gonds, mais elle fermait hermétiquement, ce qui était la seule chose qui comptait. Elle façonna un encadrement solide avec un supplément de boue et de roches, puis encastra le panneau en bois directement dans l'ouverture. D'un seul coup, elle se retrouvait avec une vraie porte d'entrée et de sortie, ainsi qu'une barrière fiable pour maintenir la nature sauvage à l'extérieur. Pour ce qui était du chauffage, un poêle en fonte usiné était totalement hors de question. Ces lourds poêlerons coûtaient dans les 250 francs pièce à cette époque. Elle avait déjà épuisé la quasi-totalité de ses économies pour acquérir l'outillage manuel indispensable et régler les frais d'enregistrement de sa concession agricole. Nullement découragée, elle s'aménagea un foyer sur mesure intégralement composé de pierres de rivière bien lisses. Elle sélectionna méticuleusement des roches de la taille d'un poing, polies à l'extrême par le courant et hautement résistantes aux fortes chaleurs. Les empilant proprement dans un angle de sa masure souterraine, elle conçut un petit âtre apte à brûler de modestes fagots de brindilles en toute sécurité. Quant à l'évacuation de la fumée, elle réutilisa de vieux bidons de pétrole dénichés dans le dépotoir du hameau. En aplatissant ces bidons, en les emboîtant et en colmatant les raccords avec de la glaise humide, elle improvisa un conduit de cheminée. Le résultat fut un tuyau en métal bricolé qui perçait directement à travers la toiture végétale, rejetant efficacement les gaz de combustion à l'air libre. Ce n'était guère une installation immaculée, pourtant elle se révéla remarquablement fonctionnelle. Elle pouvait allumer une modeste flambée à l'aide de menus bois secs. La fumée produite s'engouffrait à la perfection dans la goulotte en fer blanc. Pendant ce temps, la chaleur ainsi générée restait bloquée à l'intérieur. Plus important encore, l'âtre rocailleux absorbait cette énergie thermique, la rayonnant progressivement dans la pièce pendant des heures, bien après l'extinction des braises. Du début à la fin, l'intégralité du projet lui avait coûté très exactement 1035 francs. Le reliquat de ces maigres deniers avait été dépensé pour acquérir des vivres de première nécessité. De la farine, du sel, une grosse tranche de lard et un sac de haricots secs. Ses poches étaient désormais totalement vides, délestées de leurs toutes dernières pièces de monnaie. Néanmoins, elle bénéficiait dorénavant d'un toit robuste au-dessus de sa tête. Elle était protégée par 4 murs d'argile assurés de bloquer les bourrasques mugissantes. Et elle se tenait sur un plancher que ses pieds nus pouvaient arpenter sans se changer en glace. Le temps qu'elle peaufine les derniers détails, on avait atteint la mi-octobre. Les frênes qui bordèrent la berge du cours d'eau avaient perdu leur ultime feuillage. Des volées d'oies sauvages migraient déjà vers le sud, sculptant dans les nuages des formations en vénettes, semblables à des pointes de flèches. De leur côté, les anciens du village commencèrent à formuler de sombres prédictions quant à l'hiver approchant. Le consensus général était qu'il s'annonçait d'une grande brutalité, exceptionnellement rude, un froid dont ils ressentèrent déjà la morsure dans leurs articulations. Du côté du bourg, Henri Mercier avait bâti une imposante maison à ossature bois de 2 étages, dotée d'authentiques de fenêtres vitrées. Il avait allègrement déboursé 4000 francs rien que pour du bois, scié de toute première qualité. 500 francs supplémentaires étaient dépassés dans de lourds clous en fer et de solides charnières en laiton. De plus, il avait follement dépensé un bon millier de francs pour un poêle en fonte haut de gamme expédié directement de Paris. L'homme avait indéniablement toutes les raisons de se vanter, étant donné que sa résidence constituait sans conteste la bâtisse la plus prestigieuse de toute cette région reculée. Flânant sur son spacieux perron, il se délectait de scruter le terrain d'Héloïse et de secouer la tête avec une fausse compassion. Quelle petite fille sotte et tragique songeait-il, obligée de survivre tel un blaireau sauvage au fond de son terrier. Le capitaine Lefebvre, naturellement, avait élevé une cabane en rondin respectant scrupuleusement les schémas détaillés dans son fidèle manuel du parfait colon.
Elle arborait des poutres taillées avec précision, d'épais joints en argile coincés entre chaque rondin, et un toit très pentu recouvert de véritables bardeaux de cèdre. La note globale de son chantier s'élevait à 2 500 francs. Dans son esprit, il avait calculé et exécuté la moindre finition sans la moindre erreur. De son point de vue, quiconque était assez stupide pour ignorer les techniques de construction éprouvées et académiques cherchait presque délibérément à courir au désastre. La famille du pasteur Martin occupait la plus ancienne habitation encore debout de la colonie. Une modeste structure en planches à clin coiffée d'une lourde toiture en toile goudronnée. Elle ne pouvait guère être qualifiée de luxueuse, mais elle conservait une aura de respectabilité pionnière. Elle incarnait très exactement l'archétype du logis robuste qu'une famille vertueuse et craignant Dieu se devait de détenir. Le dimanche précédent, le prédicateur avait d'ailleurs prononcé un sermon enflammé exposant la nécessité spirituelle de bâtir selon les desseins du Seigneur. Cela impliquait de s'élever en direction des cieux, avait-il clamé, et non pas de s'enterrer dans la boue à la manière de vils taupes et de serpents. À mesure que novembre s'installait, l'air devint indéniablement glacial. L'aube se levait invariablement en dévoilant un épais manteau de givre blanc recouvrant l'herbe du pré. La moindre flaque d'eau stagnante gelait à pierre fendre sous le clair de lune de minuit. Poussée par ce froid vif, Héloïse craqua enfin une allumette pour lancer la toute première flambée au sein de son habitation troglodyte. Elle employa de menues ramilles, pas plus épaisses que son auriculaire. Les ayant récoltées au fil des semaines, elle avait amoncelé ce petit bois d'allumage dans un coin sombre afin qu'il s'assèche parfaitement. Le feu qui en résulta s'avéra plutôt modeste, à peine plus imposant que 2 points joints. Malgré son gabarit, une véritable chaleur envahit rapidement son espace de vie douillet. Les épais murs de terre s'abreuvèrent de goulûment de cette énergie thermique. Ses fondations en gravier capturèrent et fixèrent cette douce température. C'est ainsi qu'à l'instant même où elle tira sa porte en bois biscornu pour la fermer, le froid cinglant fut efficacement repoussé au dehors. Pour la toute première fois depuis qu'elle avait franchi les limites du Haut-Jura, Héloïse s'endormit cette nuit-là sans trembler une seule fois. Son fin couchage reposait directement sur le sol de galets. Sa couverture de laine resta fermement enroulée autour de ses épaules. Pendant ce temps, la tiédeur persistante qui émanait de sa cheminée en pierre maintenait l'air ambiant à une température si étonnamment stable qu'elle pouvait prendre de grandes inspirations sans que ses poumons ne soient meurtris par le gel. Dans les plaines, les bourrasques de la lande hurlaient avec violence. Néanmoins, à l'intérieur, une tranquillité absolue régnait en maître. C'était une quiétude si profonde qu'elle donnait la sensation d'être doucement bercée au cœur même des entrailles de la terre. Il n'y avait catégoriquement aucun courant d'air glacial, pas le moindre craquement sifflant, ni une seule vitre brinque-ballant dans son chambranle. Les uniques bruits venant troubler ce silence étaient le crépitement ponctuel d'une braise et la présence subtile et indéfectible de l'argile qui tenait son ancienne promesse protectrice. Dans sa majestueuse propriété à 2 étages, Henri Mercier se heurtait soudainement à une faille de conception monumentale. Son somptueux poêle parisien dévorait tout simplement une quantité astronomique de stères de bois en essayant de propager la chaleur dans un espace intérieur aussi vaste et décloisonné. Dès leur réveil, lui et ses 2 garçons se voyaient obligés de fendre des bûches pendant 2 bonnes heures d'affilée, uniquement pour produire le combustible nécessaire pour maintenir le foyer ardent jusqu'au crépuscule. Qui plus est, une fois la nuit tombée et les flammes ayant fini par décliner, la température au sein du salon dégringolait à une vitesse affolante. La moindre once de chaleur s'évadait promptement à travers les microscopiques jointures des lattes de bois. Elle s'infiltrait droit vers le haut pour s'échapper par les poutres du plafond. Cette précieuse chaleur s'élevait simplement pour s'évanouir dans le ciel hivernal. À la mi-novembre, Henri avait déjà incinéré une proportion plus grande de sa réserve hivernale que ce qu'il avait initialement prévu pour l'intégralité de la saison des neiges. En parallèle, le capitaine Lefebvre réalisait que son manuel de survie bien-aimé avait opportunément occulté un détail des plus cruciaux. Le mortier d'argile humide, qu'il avait méticuleusement tassé entre les rondins, avait la fâcheuse tendance à se rétracter considérablement dès que le mercure chutait. La terre séchée se fracturait et se constellait de fissures. Naturellement, les bourrasques du plateau repérèrent très vite chacune de ces nouvelles failles. Sa femme et lui passèrent bien vite toutes leurs après-midi à bourrer frénétiquement des chiffons déchirés dans ces trous, tentant désespérément de colmater les courants d'air glaciaux. Malheureusement, au lever du soleil, un tout nouveau lot de crevasses finissait inévitablement par apparaître. Le froid piquant s'introduisait sans relâche à l'intérieur, à l'instar d'un cambrioleur invisible. La maisonnée de la famille Martin luttait cependant contre la situation la plus tragique de tous. Leur toiture en toile goudronnée tendue n'était absolument pas conçue pour supporter le poids écrasant des précipitations hivernales.
De ce fait, lorsque la première grosse perturbation de la saison déversa 15 cm de neige dense et gorgée d'eau, la bâche en tissu commença aussitôt à s'affaisser dangereusement en son centre. Une eau de fonte glaciale se mit alors à dégouliner sur leur table à manger et à éclabousser directement leur lit de camp. Pris de panique, le pasteur grimpa sur le toit, muni d'un balai pour balayer cet amas, mais la toile fragilisée se déchira brusquement. D'un seul coup, ils se retrouvèrent à fixer un trou de la taille d'une assiette en plein milieu de leur plafond. L'ecclésiastique rapiéça frénétiquement la déchirure en utilisant un pan de vieille couverture enduit de poids, mais le mal irréparable était déjà fait. Le gel mordant s'engouffra à travers ce point faible avec la même force que l'eau de l'océan, inondant un navire en plein naufrage. Pendant ce temps, nichée en toute sécurité au fond de sa masure souterraine, Héloïse évoluait dans un état de quiétude qui confinait au prodige. L'intérieur de son habitation en terre compacte se maintenait constamment aux alentours de 18 degrés Celsius, n'exigeant rien d'autre qu'une minuscule flambée matinale ainsi qu'un second feu modeste juste avant la tombée de la nuit. La colossale inertie thermique du sol de la lande, ces véritables tonnes de terre végétale qui l'enveloppaient de presque tous les côtés, opéraient de façon similaire à une gigantesque batterie de chauffage. Celle-ci s'abreuvait progressivement de tiédeur pour ne la restituer qu'à un rythme lent et calculé. Le climat intérieur ne subissait strictement aucune hausse brutale ni chute vertigineuse. Elle ne savourait rien d'autre qu'une couche de confort stable et clémente. Elle dégustait son pain rassis et ses haricots bouillis tout en étant assise en tailleur sur son fin matelas. Elle se distrayait en parcourant ses 3 précieux ouvrages à la lueur ambrée de la lampe à pétrole. De surcroît, chaque soir, avant de sombrer dans le sommeil, elle remerciait silencieusement son aïeul de lui avoir transmis cette vieille légende concernant les logis d'argile de la lointaine Bretagne. Il avait quitté ce monde lorsqu'elle n'était qu'une enfant de 8 ans. Ces paroles d'autrefois constituaient malgré tout la raison exacte pour laquelle elle respirait encore à ce jour. Par une après-midi de la fin novembre, Julien Mercier, le fils aîné de la fratrie, se promenait du côté du torrent des Saules quand il remarqua une volute de fumée s'échappant de ce qui s'apparentait à un petit monticule de terre. Profondément perplexe, il s'approcha pour inspecter les lieux. C'est alors qu'il s'aperçut qu'il fixait la cheminée de fortune en fer blanc d'Héloïse. Les émanations ne formaient qu'un mince filet diaphane, à la limite d'être totalement invisible. Cela n'avait strictement rien à voir avec les épaisses colonnes noires et tourbillonnantes qui crachèrent des conduits du bourg principal. Poussé par la plus pure curiosité, il s'avança jusqu'à son entrée en planche et frappa un coup sec. Héloïse ouvrit le panneau en grand et une vague immédiate d'air printanier s'échappa de l'habitacle. Julien demeura figé, la mâchoire lui tombant littéralement sur la poitrine. Il exigea de savoir comment une chose pareille pouvait même être physiquement possible. « Il fait considérablement meilleur dans cette cave qu'au milieu de notre salon », bégaya-t-il, alors que nous faisons tourner un authentique poêle parisien. Héloïse esquissa un sourire modeste et fugace. Elle expliqua au garçon que la terre brute faisait office de chauffage bien supérieur à n'importe quel métal forgé. « Votre lourde cuisinière en fonte a pour but de réchauffer l'air », précisa-t-elle. « Cependant, l'air chauffé trouve immanquablement un moyen de s'évader. Mon aménagement s'efforce de tiédir l'argile elle-même et le sol sous nos pieds ne risque certainement pas de s'envoler. » Le jouvenceau déboussolé retourna à la hâte dans son domaine et rapporta l'intégralité de cette entrevue à son paternel. Henri Mercier refusa catégoriquement d'en croire un traître mot. Il accusa d'emblée l'adolescent de lui raconter des sornettes. Il émit la théorie qu'Héloïse avait probablement alimenté un gigantesque brasier juste avant que le gamin ne passe par là, simplement pour faire le spectacle. Aucun être humain ne saurait rester confortablement au chaud en résidant dans une fosse boueuse, décréta le patriarche, jugeant la chose absolument impossible d'un point de vue physique. Toutefois, la semaine suivante, tandis qu'Henri passait à cheval près de la masure d'Héloïse en se rendant au village, il aperçut à son tour ce filet de fumée étonnamment faible. Soudain, il se retrouva piqué par le virus de la curiosité, bien que celle-ci fût lourdement teintée d'une dose amère de ressentiment. En fin de compte, il avait englouti plus de 5000 francs dans la construction de sa magnifique propriété. Il avait scrupuleusement suivi les recommandations prodiguées par des experts chevronnés de la montagne. Il avait accompli chaque étape dans les règles de l'art. En dépit de tout cela, toute sa maisonnée se retrouvait à trembler de froid chaque matin, attendant désespérément que le foyer vienne dégeler le salon. Dans le même temps, cette adolescente paria et écervelée, squattant une tranchée impie, vivrait apparemment dans un confort absolu. De son côté,
Le capitaine Lefebvre avait échafaudé sa propre hypothèse concernant cette situation. Il soutenait avec obstination qu'Héloïse devait alimenter sa chaudière avec des bouses de vache séchées, argumentant que le fumier déshydraté brûlait à une température nettement plus élevée que le bois classique. Autrement, il supposait qu'elle avait peut-être frappé accidentellement une veine de charbon superficielle en terrassant sa fosse. Il devait obligatoirement exister une justification logique et scientifique à tout cela. Ces inestimables précis de survie ne pouvaient décemment pas comporter d'erreur. Les stratégies montagnardes éprouvées par le temps ne sauraient être surpassées par les étranges bricolages d'une jeune paysanne sans instruction. Décembre finit par s'imposer, amenant avec lui de violentes bourrasques qui faisaient pleurer les yeux d'un homme de manière incontrôlable. Il s'agissait de ce type de grand gel si particulier qui cristallise instantanément le souffle d'une personne juste devant son visage. Le bétail laissé dans les pâturages commença à succomber. Les vieilles poules furent les premières à trépasser, rapidement imitées par une poignée de porcs. Les vaches se serraient fortement les unes contre les autres à l'intérieur de leurs étables. Mais même avec cette chaleur corporelle partagée, quelques-uns des veaux les plus chétifs ne survécurent pas aux nuits les plus glaciales. Dans un acte de pur désespoir, Henri Mercier en fut réduit à arracher les palissades en bois de sa clôture simplement pour continuer à alimenter son poêle. Ces immenses réserves de bois de chauffage étaient complètement à sec. Il avait tragiquement sous-estimé la quantité de combustible qu'un rude hiver dans le Haut-Jura exigeait. Sa pauvre épouse était accablée par une toux sèche, conséquence directe de l'épaisse fumée de bois qui refluait régulièrement dans le salon à chaque fois que le vent tournait. Les garçons se voyaient obligés de somnoler dans leurs épais vêtements de jour, enfouis sous la moindre couette et couverture que la maisonnée possédait. Malgré ces mesures radicales, ils se réveillaient encore quotidiennement avec les orteils totalement engourdis. Un peu plus loin sur le chemin, le capitaine Lefebvre avait colmaté frénétiquement la quasi-totalité des interstices, laissant passer l'air dans ses murs de rondins, en se servant d'une pâte de la dernière chance composée de boue fraîche, de chiffons déchiquetés et de vieilles coupures de journaux. Son erreur fatale, toutefois, s'avéra être ce fameux plafond voûté. L'énergie thermique, si durement gagnée, grimpait naturellement, s'enfuyant directement à travers les minces bardeaux de cèdre. L'homme était douloureusement conscient du phénomène. Chaque fois qu'il se tenait près du foyer, il pouvait physiquement ressentir le courant d'air chaud s'engouffrer vers le haut en frôlant ses joues. Et il savait pertinemment que sa précieuse chaleur se dissipait tout bêtement dans les cieux obscurs et glaciaux au-dessus de sa tête. Le pasteur Martin se retrouva piégé dans un rythme quotidien véritablement harassant. Sur une rotation stricte de 2 heures, un membre de la famille avait l'obligation de s'extraire de son lit pour raviver les braises moribondes. S'ils laissèrent bêtement les flammes s'éteindre, le climat intérieur chutait à une telle vitesse que l'eau potable reposant dans leur seau en bois gelait entièrement. Pour ne rien arranger, sa femme était tombée gravement malade. Elle souffrait de graves pics de fièvre et de violents frissons. Elle ne parvenait pas à garder la moindre bouchée de nourriture solide dans son estomac. Le prêcheur offrait d'incessantes prières, mais ses ferventes supplications ne faisait strictement rien pour faire grimper la température dans cette structure en planche pleine de courants d'air. Héloïse, au revers de la médaille, s'était installée dans une routine incroyablement élémentaire. Elle s'éveillait chaque matin quand l'aube maussade et grise réussissait à poindre à travers les minuscules fentes encadrant sa porte en bois. Elle allumait une modeste petite flambée, faisait bouillir une casserole d'eau pour son gruau matinal et prenait tranquillement son petit déjeuner. Le reste de ses heures de jour était consacré à effectuer de petits travaux d'entretien, à se plonger dans ses livres, ou tout bonnement à se détendre au sein de la chaleur inébranlable de son refuge souterrain. Une fois le crépuscule installé, elle déclenchait un ultime petit feu, consommait son souper, lisait encore un chapitre ou deux et s'endormait paisiblement. Elle ne gaspillait aucune énergie physique à convulser de froid. Elle ne consumait pas frénétiquement des montagnes de stères de bois juste pour repousser la grande faucheuse. Elle se contentait de vaquer à ses occupations et de vivre, et à chaque nouvelle aurore, elle se surprenait à devenir plus robuste et non plus fragile. Le 22e jour de décembre 1886, les cieux prirent une teinte maladive et jaunâtre. Les chevaux de trait se montrèrent visiblement agités. Les chiens de ferme laissèrent échapper des hurlements lugubres, et les anciens du village bredouillèrent ces mêmes paroles qu'aucune âme ne désirait entendre. Une tempête d'une ampleur inédite arrive, plus grosse que tout ce que nous avons pu observer jusqu'ici. Le blizzard s'abattit le soir même, et il ne fit pas son entrée en douceur. Il fondit tel un fauve affamé qui aurait patiemment attendu son heure. Les vents tempétueux se déchaînèrent avec une telle frénésie qu'ils arrachèrent net les bardeaux de bois des toitures. La neige ne tombait pas, tant qu'elle ne soufflait à l'horizontale, engendrant un voile blanc aveuglant. Par ailleurs, le mercure chuta violemment. Il atteignit les -20 degrés Celsius, puis il s'effondra à -30.
pour finalement plafonner à un glacial moins 40 degrés Celsius qui glaçait les os. Dans la demeure d'Henri Mercier, le poêle en fer rugissait alors qu'il consumait des pièces de mobilier sacrifiées. Ce fut d'abord le tour d'une chaise, puis une autre suivie. Bientôt, des pans entiers de la table de cuisine furent jetés aux flammes. Ils incinéraient tout bonnement tout ce qui pouvait prendre feu. Pourtant, cela ne suffisait tout simplement pas à endiguer la morsure du froid. Les courants d'air réfrigérant se frayaient un chemin sous les encadrements des portes. Le givre suintait à travers les carreaux des fenêtres. Il transperçait même les madriers des murs. Les plus petits étaient en larmes. Son épouse les tassa tous étroitement ensemble sous la moindre couette, manteau d'hiver et bouts de tissu dont ils disposaient. Quoi qu'il en soit, le froid piquant agissait comme un acide corrosif, rongeant directement chaque couche de protection. Au sein de la cabane, en rondin du capitaine Lefebvre, les poutres du toit se mirent à gémir sous le poids monumental des congères qui s'accumulaient. L'homme réalisait parfaitement que si la charpente cédait, il serait soit écrasé sur le coup, soit abandonné à une mort par hypothermie. Il fit une tentative pour sortir et déneiger la toiture à la pelle, mais la force brute de la bourrasque le renversa violemment sur le dos. La visibilité se réduisait à moins d'1 mètre. Il réussit tout juste à regagner sa propre porte d'entrée en tâtonnant. À l'intérieur, sa femme priait ardemment à haute voix, récitant le Notre Père en boucle. La tribu Martin se retrouva dans une impasse encore plus effroyable. La déchirure dans leur plafond goudronné, en dépit de la rustine de fortune enduite de pois, canalisait activement la neige droit dans la maison. Des monticules blancs et glaciaux s'entassaient inexorablement en plein milieu du plancher de leur salon. Le pasteur tenta désespérément de suspendre une bâche intérieure pour obstruer la faille, mais l'étoffe était gelée et raide comme une planche. Son épouse déjà souffrante était parcourue de tremblements si violents que ses dents claquaient bruyamment. Les bambins affichaient une pâleur mortelle, une teinte bleutée et maladive s'était emparée de leurs lèvres. C'est à ce moment précis, au cœur même de cette nuit noire et impénétrable, qu'Henri Mercier prit une décision radicale. Il se tourna vers son épouse et ses garçons, déclarant sans détour qu'il ne vivrait pas pour voir l'aube dans cette masure. « Nous devons filer chez la gamine », leur ordonna-t-il. « Nous devons rallier la parcelle d'Héloïse. Elle bénéficie d'une vraie chaleur là-bas. J'en ai été moi-même témoin. » Sa femme rechigna aussitôt à cette idée. Elle objecta qu'il ne s'agissait que d'une fosse crasseuse creusée dans la terre. Comment un trou de boue pourrait-il bien offrir un meilleur abri que leur belle demeure en charpente? Henri rétorqua avec une pointe rocailleuse dans la voix, faisant remarquer que l'adolescente, elle, n'était pas en train de mourir de froid en ce moment même. « Et nous, c'est très certainement notre cas, aboya-t-il. Maintenant, en route !» Ils emmaillotèrent les petits dans toutes les couvertures disponibles. Soucieux d'éviter de se perdre de vue dans cette tempête aveuglante, ils s'attachèrent de les uns aux autres avec des cordes solidement nouées autour de leur taille. Sur ce, ils s'enfoncèrent dans cette nuit d'hiver infernale. Les rafales féroces faillirent carrément les soulever hors de leurs chaussures. Les cristaux de glace virevoltants martelaient leurs joues tels un millier d'aiguilles cuisantes. Henri connaissait le chemin. Ce n'était éloigné que d'1 petit kilomètre. Pourtant, en bravant ces conditions dantesques, la moindre enjambée s'apparentait à une guerre absolue. À un moment donné, son fils aîné trébucha et s'effondra. Henri remit brutalement le garçon sur pied en tirant de toutes ses forces. Ils poursuivirent leur marche à travers les amas de neige. Leurs poumons brûlaient cruellement à chaque inspiration de cet air glacial. Toute sensation avait totalement déserté leurs mains. Leurs bottes leur donnaient l'impression de renfermer des blocs de glace massifs. En atteignant finalement le repère d'Héloïse, Henri tambourina sur la porte de bois tordue comme un possédé. Il hurla pour couvrir le bruit du vent, la suppliant de déverrouiller. « Je vous en prie, laissez-nous entrer » cria-t-il. « Nous sommes en train de périr ici. » La porte de fortune pivota vers l'intérieur. Instantanément, la famille Mercier épuisée bascula par-dessus le seuil. Le contraste climatique flagrant fut si saisissant qu'il en devint physiquement douloureux. Une bouffée d'air tiède percuta leur visage gelé, à l'image d'une gifle à main ouverte. Henri haleta avec avidité pour reprendre son souffle. Sa femme s'effondra en lourds sanglots. Les petits garçons restèrent simplement cloués sur place, frissonnant violemment, complètement incapables de comprendre la sensation qui les envahissait. C'était semblable à la traversée d'un seuil vers un univers totalement distinct. C'était un havre de paix où le brutal hiver montagnard n'exerçait aucun pouvoir. Héloïse verrouilla à la hâte le battant derrière les intrus. Elle leur ordonna fermement de se dévêtir de leurs manteaux détrempés dans l'immédiat. « Faites-le vite », les avertit-elle, avant que la froideur du tissu humide ne vous achève. Elle leur céda son unique couverture en laine. Elle abandonna même son mince matelas de sol. Elle invita la tribu grelottante à s'asseoir tout près des pierres de l'âtre, lesquelles irradiaient encore d'une chaleur agréable suite à son allumage du soir.
De surcroît, sans prononcer le moindre mot de rancœur, s'abstenant totalement d'évoquer les multiples occasions où il s'était moqué de son existence, Héloïse mit simplement une casserole d'eau à bouillir pour du thé. Là, assis, se trouvait Henri Mercier. Ce même monsieur qui avait pronostiqué son décès dans les 30 jours, ce même individu qui lui avait accordé de la pitié comme si elle n'était qu'une vulgaire mendiante des rues, désormais recroquevillée dans son terrier boueux, sentant le sang dégeler doucement ses membres glacés. Les mots lui manquèrent tout à fait. Il ne parvint même pas à rassembler le courage d'affronter son regard. La honte écrasante qui pesait sur ses épaules semblait infiniment plus lourde que la tourmente au dehors. Environ 1 heure plus tard, de nouveaux coups frénétiques ébranlèrent le chambranle de la porte. Il s'avéra que c'était le capitaine Lefebvre en compagnie de son épouse. Le toit en cèdre de leur chalet si académique avait fini par s'effondrer. Poussés par la panique, ils avaient détalé en direction du seul endroit qu'ils savaient recéler une chaleur authentique et salvatrice. Héloïse leur accorda l'entrée sans aucune hésitation. Elle les serra dans cet espace restreint, juste aux côtés du clan Mercier. Elle était à court de literies de rechange à offrir, néanmoins le climat ambiant au sein de la hutte de terre restait si constamment clément que des épaisseurs supplémentaires n'étaient absolument pas requises. Ensuite, à peine quelques instants avant que le soleil ne soit censé se lever, la famille Martin se matérialisa. Le prédicateur portait littéralement sa femme inconsciente dans ses bras. Leurs jeunes enfants gémissaient de pure terreur. Il s'agissait de ce pasteur précis qui avait prêché avec véhémence l'importance de bâtir vers les hauteurs célestes, et pourtant le voilà, pleurant et louant le Seigneur pour une caverne boueuse creusée dans la terre de la lande. 14 âmes s'entassaient à présent dans un abri souterrain dimensionné pour un occupant solitaire. Ils étaient enserrés plus étroitement que des sardines en boîte. Néanmoins, ils étaient au chaud, ils respiraient. Et pendant tout ce temps, alors que la tempête hurlait à l'extérieur, broyant les plaines en un purgatoire blanc et gelé, une sérénité totale régnait à l'intérieur. L'épouse souffrante du pasteur reprit connaissance une paire d'heures plus tard. Sa fièvre ardente était fort heureusement tombée. La chaleur ambiante inébranlable accomplissait avec succès ce qu'aucune potion d'apothicaire ne pouvait réaliser. 48 longues heures s'étirèrent avant que la bourrasque ne finisse par s'épuiser. Ce furent 2 jours pleins où s'aventurer au dehors constituait une impossibilité absolue. Tout au long de cette claustration, Héloïse partagea volontiers ses maigres rations. Elle offrit son pain dur. Elle distribua ses haricots bouillis. Elle rationna l'eau du torrent qu'elle avait stocké dans sa bouilloire. C'était à peine un festin. Malgré tout, cela repoussa la famine. Et tandis qu'ils mastiquaient leurs humbles repas, patientant calmement que la tempête bestiale au dehors se fatigue, Henri Mercier brisa finalement le silence. Il avoua sa confusion la plus totale. « Je ne parviens tout simplement pas à concevoir comment cela fonctionne », reconnut-il. « Comment cette… » Il marqua une pause, bataillant pour dénicher un terme respectueux. « Comment cette demeure peut-elle retenir une telle chaleur sans le moindre poêle en fonte décent? Sans véritable cloison en bois d'œuvre? Sans rien d'adéquat du tout ?» Héloïse accrocha le regard du riche propriétaire. Elle répondit doucement que les murs étaient en vérité incroyablement authentiques. « Ils sont façonnés à partir de la terre elle-même, expliqua-t-elle, et la terre détient une longue mémoire. Le sol profond conserve l'essence de juillet tout au long des pires tourmentes de neige. Dès que vous descendez à près d'1,80 m sous la croûte, le climat ne fluctue pratiquement plus. Il stagne obstinément entre les 10 et 15 degrés Celsius tout au long de l'année. Par conséquent, à chaque fois que j'enflamme un menu fagot de brindilles, je n'essaie pas bêtement de chauffer l'air vide. Je cuis l'argile environnante, par la suite, la terre emmagasine cette énergie. Elle la laisse s'échapper à un rythme d'escargot. Elle agit de manière semblable à une mère emmaillotant tendrement son nourrisson durant les heures sombres. Le capitaine Lefebvre secoua le crâne avec une véritable incrédulité. Il marmonna que son fidèle bréviaire de pionnier ne comportait pas le moindre paragraphe à propos de ce phénomène. Héloïse présenta un sourire teinté de mélancolie. Elle souligna que ces ouvrages étaient rédigés par des gentilshommes qui détenaient les fonds nécessaires pour acheminer du bois usiné. Mes stratégies de survie, en revanche, ont été façonnées par de pauvres airs désespérés qui n'avaient pas les moyens de se payer le moindre clou. Il existe une profonde ingéniosité, née de la misère absolue qu'une richesse inépuisable ne saura jamais tout à fait saisir. Lorsque la tempête se dissipa enfin, ils émergèrent dans un paysage complètement métamorphosé. Les congères s'élevaient aisément jusqu'à la taille. Les domaines éparpillés dans le village ne ressemblaient à rien d'autre qu'à des goélettes englouties, perdues au milieu d'une mer blanche et aveuglante. Le superbe toit en bardeaux qui couronnait la cabane du capitaine Lefebvre avait complètement cédé sous la contrainte. La splendide propriété à 2 étages d'Henri Mercier avait subi l'explosion de ses fenêtres, brisées sous l'immense pression des vents sifflants et de la glace compressée. Quant à la résidence de la famille Martin, elle avait été amputée de près de la moitié de sa toiture en toile.
Et pourtant, l'humble abri de terre d'Héloïse, parfaitement camouflé sous une épaisse couverture de poudreuse, demeurait absolument intact. Lorsqu'ils poussèrent cette porte en planche biscornue et marchèrent dans l'éclat aveuglant de la neige cuite par le soleil, la sensation ressemblait à s'élever d'outre-tombe. L'air matinal restait assez tranchant pour taillader les poumons d'un homme en lambeaux. Malgré tout, ils étaient toujours en train de respirer. Au cours des semaines qui suivirent, alors que la communauté endeuillée creusait des tombes pour ceux qui n'avaient pas survécu au gel, essentiellement 3 maisonnées, qui étaient soit trop isolées, soit trop orgueilleuses pour requérir l'asile chez Héloïse, des murmures commencèrent à se propager. L'histoire racontait que l'adolescente dérangée qui s'était terrée dans la terre avait sauvé 14 âmes à elle seule. Cette soi-disant sépulture, dont tout le monde s'était moqué, s'était révélée être l'unique refuge véritablement sûr dans un rayon d'une centaine de kilomètres. Henri Mercier fut le premier homme à ravaler sa fierté. Il alla trouver Héloïse, sollicitant humblement ses conseils. « J'ai pour but de rebâtir mon domaine », annonça-t-il. « Cependant, cette fois-ci, j'ai l'intention de le faire dans les règles. Je souhaite construire exactement comme vous l'avez fait. » Héloïse accepta sans l'ombre d'une hésitation. Elle le conseilla sur le choix de la pente adéquate. Elle lui enseigna les méthodes d'excavation. Elle démontra comment damer fermement les parois d'argile et asseoir des fondations thermiques en employant le gravier du lit de la rivière. Elle lui montra comment colmater avec de la glaise humide et de quelle manière poser un toit de tourbe permettant la ventilation de l'air sans laisser goûter la moindre goutte d'eau. Henri griffonna consciencieusement des notes. Il posa des questions judicieuses. Pour ce qui était probablement la toute première occasion de toute son existence, il s'imprégna du savoir d'une personne de plusieurs décennies que sa cadette, la traitant avec le profond respect dû à un professeur chevronné. Le capitaine Lefebvre finit par balancer son précieux manuel de survie dans les flammes. Il le donna littéralement en pâture à un feu de camp un soir, regardant silencieusement les pages d'autorité se recroqueviller et se réduire en cendres. Se retournant vers sa femme, il confessa avoir gaspillé 2 bonnes années à étudier des inepties théoriques. Pendant ce temps, une jeune paysanne de 16 ans, dénuée de presque toute instruction formelle, avait dispensé plus de sagesse pratique en 48 heures qu'une bibliothèque entière remplie de ses volumes imprimés. Le pasteur Martin asséna un choc à l'ensemble de ses paroissiens. Lors de l'office dominical qui suivit, il consacra l'intégralité de son sermon à la vertu. « Quelle humilité! Je me suis rendu coupable du péché de l'immense orgueil », clama-t-il depuis la chaire. « J'ai stupidement instruit une jeune femme du fait que le Tout-Puissant bâtissait exclusivement en s'élevant vers le ciel. Je me suis lourdement fourvoyé. Le Seigneur bâtit dans toutes les directions concevables. Il construit vers les hauteurs, vers les profondeurs et viscéralement vers l'intérieur. En outre, la délivrance jaillit occasionnellement des endroits les plus inattendus, prodigués par les sauveurs les plus improbables. J'implore le pardon de cette congrégation, et je demande plus spécifiquement grâce auprès de mademoiselle Héloïse Bonnet, qui a préservé ma vie ainsi que celle de ma famille, en ignorant totalement le jugement cruel que j'avais porté à son encontre. À l'arrivée du dégel printanier de 1887, 5 autres foyers avaient creusé leurs propres abris souterrains en se basant directement sur les plans d'Héloïse. Il ne s'agissait bien évidemment pas de copies conformes. Chaque maisonnée y ajoutait sa touche personnelle. Certaines fosses furent élargies. Quelques-unes intégrèrent de minuscules vitres renforcées. D'autres arborèrent des conduits en pierre un peu plus sophistiqués. Néanmoins, chacune d'entre elles respectait scrupuleusement la philosophie fondatrice. Ils apprirent à construire en symbiose avec la terre de la lande au lieu de s'y percher simplement au sommet. Ils laissèrent la prodigieuse masse thermique du sol jurassien endosser la lourde tâche de réguler le climat intérieur. Par ailleurs, un autre changement s'opéra dans la région. La communauté abandonna discrètement l'appellation de Valmoutier. Certes, l'ancien toponyme resta gravé sur les cartes officielles du cadastre. Toutefois, parmi les habitants, un nouveau surnom s'enracina. Ils commencèrent à désigner l'endroit sous le nom du refuge d'Héloïse. Il devint célèbre comme étant le lieu précis où Héloïse avait tenu bon. C'était le hameau où une adolescente solitaire avait prouvé à tout un village que la véritable sagesse ne se cueille pas dans de vieilles encyclopédies poussiéreuses, pas plus qu'elle ne s'achète avec des bourses pleines ou ne se garantit par des cheveux blancs. Le véritable discernement provient de l'attention que l'on porte aux choses. Il découle d'un regard toujours aux aguets. Il naît du respect accordé aux rudes leçons assimilées par ceux qui ont foulé cette terre avant nous, de ces grands-pères qui ont bravé les tempêtes autrefois en Bretagne, de ces grands-mères qui ont survécu vaille que vaille dans les âpres montagnes des Pyrénées. C'est l'héritage de chaque âme qui était bien trop miséreuse pour s'offrir la moindre autre option que l'ingéniosité pure et absolue. En guise d'immense gratitude, Henri Mercier céda par acte notarié 4 hectares supplémentaires de ses meilleurs pâturages à Héloïse.
Il lui déclara sans détour que cela n'effaçait guère sa dette. « Cela ne compensera jamais réellement ce que vous nous avez apporté, admit-il, mais c'est le plus beau témoignage que je puisse vous offrir pour l'instant. » Héloïse accepta le titre de propriété avec grâce, et sur ses 4 hectares, elle entreprit immédiatement de cultiver du bois d'œuvre. Elle planta des frênes. Elle enracina de jeunes pousses de saule. Elle sema absolument tout ce qui poussait à vive allure et qui pourrait éventuellement fournir des poutres robustes pour les abris souterrains des futurs arrivants. Son esprit était perpétuellement tourné vers le lointain horizon. Elle veillait sur la prochaine génération de jeunes qui auraient inévitablement besoin de se tailler leur propre foyer. Une après-midi, le fils du capitaine Lefebvre lui demanda si elle envisageait un jour d'ériger une demeure conventionnelle. Il sous-entendait une véritable maison à ossature, bois arborant des fenêtres claires et un plancher de latte bien nivelé. Héloïse rumina la question un petit moment. Finalement, elle répondit que peut-être elle le ferait, un peu plus tard dans sa vie. Peut-être une fois arrivée au crépuscule de mon existence, songea-t-elle, quand mes articulations me feront bien trop souffrir pour me courber sous ce chambranle étriqué. Mais ce bunker de terre a préservé ma vie. Il a ancré en moi cette vérité qu'une personne peut s'épanouir avec presque rien, à condition de comprendre comment s'allier à Mère Nature au lieu de lutter constamment contre elle. Et c'est là une leçon durement acquise que j'entends bien emporter dans la tombe. Elle continua de résider au fin fond de son abri végétal pendant encore une demi-douzaine d'années. Durant cet intervalle, elle s'unit à un certain Lucas, un robuste charpentier suisse qui avait lui aussi voyagé jusqu'à ces montagnes les poches vides. Il vouait un profond respect à son refuge souterrain. Il en faisait fréquemment l'éloge, le qualifiant de coup de génie absolu. Travaillant côte à côte, le tandem finit par ériger un modeste chalet en bois à une petite centaine de mètres de la fosse originelle. Malgré cela, ils prirent grand soin de laisser l'abri troglodyte totalement intact. Ils reconvertirent l'espace en cave à légumes, l'utilisant pour entasser des sacs de pommes de terre, des cagettes de carottes et des boisseaux de navets. Ce climat incroyablement stable, oscillant obstinément entre 10 et 15 degrés Celsius, quel que soit le mois de l'année, se révéla tout à fait idéal pour empêcher le pourrissement. Elle s'imposa sans mal comme la meilleure cave de conservation fraîche sur un rayon de 100 km à la ronde. Héloïse et Lucas élevèrent par la suite 4 enfants en pleine santé. Qui plus est, chacun de ces bambins passa ses hivers d'enfance les plus vulnérables bien à l'abri au sein de cette même cachette souterraine, douillettement protégée, tandis que leurs parents s'affairaient dans le chalet de bois. Des années plus tard, une fois ses descendants devenus adultes, ils transmirent la légende de l'hiver 1886 à leur propre lignée. Ils parlèrent de ce blizzard monstrueux qui avait fauché des dizaines de vies à travers les plateaux jurassiens. Ils se vantèrent de cet humble trou de boue qui avait sauvegardé 14 âmes. Ils relatèrent de l'épopée d'une paria de 16 ans qui avait été jetée à la rue pour finalement tailler un sanctuaire flambant neuf à même la terre sauvage en n'utilisant rien d'autre que ses mains nues. Au tournant du siècle, en l'an 1900, la maison de tourbe d'Héloïse s'était transformée en une sorte de monument historique local. Les voyageurs de passage dans la région demandaient spécifiquement leur chemin rien que pour poser les yeux dessus. Des maîtres charpentiers venaient exprès pour étudier son ingénierie rudimentaire mais irréprochable. Les institutrices y emmenaient même leurs élèves en excursion dans le but de leur enseigner les principes fondamentaux de la thermodynamique bien avant que des termes académiques aussi pompeux n'envahissent les manuels scolaires. Pendant ce temps, Héloïse, cette même jeune fille, qui fut jadis rejetée comme une misérable folle, dérangée et condamnée, était à présent universellement célébrée comme une pionnière brillante, une innovatrice de génie et une authentique sauveuse. Elle s'éteignit finalement en l'an 1932. Elle était alors âgée de 62 ans. Ses funérailles attirèrent la foule la plus dense que la commune ait jamais connue. Les personnes en deuil attelèrent des chariots et conduisirent des automobiles depuis 3 départements limitrophes, rien que pour lui rendre un dernier hommage. Et la quasi-totalité des personnes présentes étaient porteuses d'une anecdote personnelle. Ils partagèrent des histoires, racontant comment elle leur avait prêté main forte. Ils évoquèrent les astuces pratiques qu'elle leur avait patiemment enseignées. Ils se souvinrent de quelle manière son exemple tenace leur avait insufflé le courage nécessaire pour tenter quelque chose de totalement non conventionnel, quelque chose que les prétendus experts avaient catalogué comme une pure impossibilité. Sur sa pierre tombale, Lucas commanda une épitaphe plutôt modeste. On pouvait y lire « Héloïse Bonnet, 1870 à 1932. Elle a bâti ses fondations dans la terre. Elle a vécu son existence sous le ciel ouvert. Elle a prouvé qu'un esprit humble procure infiniment plus de chaleur qu'un cœur arrogant. Fait stupéfiant, cet abri de terre précis s'y trouve encore de nos jours. Plus de 140 ans ont défilé depuis.
Il fait actuellement office de pièce maîtresse d'un modeste musée cantonal. Et s'il vous prenait l'envie de vous y glisser lors d'un après-midi glacial de janvier, vous pourriez encore distinctement sentir que l'intérieur est bien plus douillet que le perron. Ce n'est certes pas une différence spectaculaire, comprenez-le bien. Il n'y a plus de braises incandescentes. À vrai dire, aucun feu n'a été ravivé dans cet âtre depuis plus d'un siècle. Mais la terre du pré n'a rien oublié. Le sol conserve toujours sa mémoire. Des sagas semblables à la légende d'Héloïse Bonnet servent à nous rappeler une vérité profonde que l'ère moderne a largement mise de côté. Elles prouvent que, parfois, la technologie la plus pointue de la planète s'avère en réalité être la plus primitive. Elles nous démontrent que la richesse authentique ne se jauge pas à ce que l'on peut acheter sur les pages d'un catalogue, mais plutôt à ce que l'on est capable de façonner à partir des miettes que l'on possède déjà. Elle prouve qu'être jeune n'est pas automatiquement synonyme d'ignorance, tout comme l'accumulation de rides ne garantit pas que vous ayez amassé la moindre vraie sagesse. Elle souligne que l'humilité sincère, conserver l'ouverture d'esprit nécessaire pour apprendre d'absolument n'importe qui, à n'importe quel instant, vaut infiniment plus que toutes les onces d'or enfouies au plus profond des montagnes. En outre, cela nous enseigne que chaque fois que la bonne société vous qualifie de fou allié, chaque fois que les gens ricanent de vos méthodes et parient des sommes folles sur votre chute imminente, la plus belle réplique n'est souvent pas de riposter par les mots. La meilleure des réponses consiste tout bonnement à commencer à bâtir. Continuez de creuser, continuez de transpirer. Laissez les résultats bruts de votre labeur parler pour vous. Parce que lorsque l'inévitable blizzard finit par s'abattre, lorsque le jugement impartial de Mère Nature s'abat sur les riches comme sur les pauvres, c'est la solidité de votre œuvre, et non le volume de vos fanfaronnades, qui décidera en fin de compte qui vivra pour voir revenir le printemps. Si ce conte rustique de pur courage, où la sagesse silencieuse des anciens triomphe de la vanité creuse, a fait vibrer une corde sensible dans votre âme, s'il a agi comme un rappel qu'il existe toujours un itinéraire alternatif, un chemin dérobé que les gens fortunés et hautement instruits manquent fréquemment parce qu'ils n'ont jamais été forcés de le chercher. Alors, je vous invite chaleureusement à laisser un j'aime sur cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette émission avec quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre que se démarquer du troupeau ne fait pas de vous un imbécile, que manquer d'années au compteur ne signifie nullement que vous manquez de compétences. Qu'avoir les poches désespérément vides ne veut certainement pas dire que vous êtes quelqu'un de faible. Il existe littéralement des milliers de sagas oubliées exactement comme celle d'Héloïse, actuellement enfouies au fond des archives poussiéreuses des mairies, reposant dans des cimetières envahis par les herbes folles et liées à des villages fantômes rayés de la carte il y a des décennies. Ce sont les chroniques de gens ordinaires qui ont dénoué des nœuds impossibles en n'utilisant pratiquement aucune ressource. Des individus qui ont prospéré quand pas une seule âme n'aurait parié un centime sur leur survie. Des personnes qui ont cimenté des héritages durables en n'employant rien de plus que leurs paumes couvertes d'ampoules et leur dos endolori. Cette chaîne a été bâtie dans le but exclusif de déterrer ces légendes précises. Nous sommes ici pour leur redonner leur porte-voix. Nous existons pour rappeler à la société moderne que les livres d'histoire ne sont pas exclusivement rédigés par des têtes couronnées et des généraux bardés de médailles. La véritable histoire de nos campagnes a été tout autant écrite par des jeunes paysannes de 16 ans qui ont creusé des tranchées à main nue dans la terre de la lande, prouvant en fin de compte que parfois le salut absolu se trouve en creusant droit vers le bas, plutôt qu'en s'étirant désespérément vers le haut. Assurez-vous de cliquer sur ce bouton d'abonnement. Car le tout prochain récit que je tisserai mettra peut-être en scène un membre de votre propre arbre généalogique. Ce pourrait être l'histoire d'un arrière-grand-père qui s'est traîné à travers des plaines arides. Ou peut-être d'une arrière-grand-mère qui, à elle seule, a maintenu sa couvée en vie durant une famine dévastatrice. Il s'agit uniquement de gens normaux, de rudes travailleurs de la terre qui ont accompli des miracles sans jamais s'attendre à la moindre reconnaissance publique, sans réclamer de monuments en bronze, et sans anticiper la moindre récompense au-delà du simple fait de se réveiller pour admirer une aube de plus sur le plateau. Ce sont ces récits-là qui ont un poids véritable. Ce sont ces vérités brutes dont nous avons désespérément besoin aujourd'hui. Et si vous êtes encore assis là, à absorber ces mots, c'est parce que vous reconnaissez déjà, quelque part au plus profond de vos os, que la résilience authentique n'a jamais résidé à l'intérieur des palais de marbre. Elle a toujours vécu là-bas, dans les abris de terre. Elle s'épanouit dans ces coins de cartes oubliés et humbles, où les gens de tous les jours refusent tout bonnement de jeter l'éponge. J'apprécie que vous ayez été au rendez-vous. Merci d'avoir pris le temps de vous souvenir d'eux. Et je vous adresse mes plus vifs remerciements pour maintenir l'esprit de ces anciens en vie en partageant leur héritage. Je vous retrouve très vite pour la prochaine histoire. Que votre propre foyer, peu importe la façon dont il a été bâti, parvienne toujours à repousser le gel.
Et j'espère que vous n'oublierez jamais que parfois, la meilleure des revanches face à un monde qui vous rejette consiste simplement à creuser un peu plus profond, à bâtir des fondations beaucoup plus solides et à laisser vos résultats silencieux et indéniables noyer le brouhaha d'un millier de critiques arrogants.